cortège triomphal après la campagne éclair menée en France. La foule, croyant à une paix imminente, acclame Hitler pour cette surprenante victoire. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il a en tête. Il est certes au zénith de son pouvoir, mais il n'a pas encore atteint tous les objectifs qu'il s'est fixés. Depuis son accession au pouvoir, Hitler veut la guerre, même s'il ne parle que de paix. Kein Volk kann sich mehr nach Frieden sehnen als das Deutsche. Sur le sol, il brandit la menace des chars qui doivent permettre la guerre éclair. Dans le ciel, il brandit la menace d'une puissante aviation. L'industrie de l'armement tourne à plein régime. Mais tout cet arsenal est financé à crédit. Seule une grande guerre peut empêcher la banqueroute. Hitler cherche à tout prix à déclencher la guerre pour réaliser ses deux objectifs. D'une part, la conquête de l'espace vital à l'Est, et d'autre part, l'anéantissement de tous les Juifs en Europe. Mais personne ne mesure encore quelles en seront les conséquences. Pour mener sa guerre, Hitler a besoin de collaborateurs. Or, certains d'entre eux le mettent en garde contre une guerre sur deux fronts. C'est la hantise de tous les généraux. Pourtant, Hitler parvient à s'imposer en appliquant la devise « diviser pour régner ». Il remplace ses généraux timorés par des chevaliers servants. Il confie le haut commandement de la Wehrmacht à Keitel et Jodl. Le haut commandement de l'armée de terre, co-dirigé par Brochitsch et Halder, est de cette façon dévalorisé. Göring continue de diriger l'aviation comme il l'entend. Himmler, le chef des SS, met sur pied un corps d'armée particulier, les Waffen-SS. L'organisation de la hiérarchie était complètement irréaliste, presque catastrophique. Cela correspondait à la volonté d'Hitler de disperser le pouvoir pour ne pas laisser trop de pouvoir militaire à un seul individu et finalement concentrer tous les pouvoirs dans ses propres mains. C'est ainsi qu'il conçoit seul le plan de guerre qui ne vise au début que l'attaque de la Pologne. Mais il prévoit d'envisager une guerre sur deux fronts si les puissances occidentales interviennent. Il nage dans l'illusion et la folie des grandeurs. De la même manière qu'il présume de ses propres forces, il surestime aussi celles de son Reich. Dans un premier temps, pourtant, son jeu risqué semble fatalement fonctionner. Hitler conclut un pacte avec Staline, son ennemi mortel. Hitler et Staline, tous deux des dictateurs assoiffés de pouvoir, relèguent au second plan leur projet personnel. Ribbentrop et Molotov mettent sur pied un plan sans scrupules, le partage du butin. Staline obtient d'Hitler ce que les puissances occidentales n'ont jamais voulu lui accorder, une partie de la Pologne. Hitler, lui, obtient le feu vert pour la guerre. Et bien sûr, Hitler rend la Pologne responsable du déclenchement de la guerre. Nachdem schon neulich in einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen nun seit Monaten. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden
für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Das Vertrauen auf Sie ist unerschütterlich. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Il s'avérera à la fin qu'Hitler avait eu raison sur ce point. La Pologne est perdue. Désormais, ce sont l'Angleterre et la France qui entrent en guerre contre le Reich d'Hitler. Tandis que la Wehrmacht s'empare de Varsovie, des unités spéciales des SS montrent aux Polonais qui sont les nouveaux maîtres du pays. Et alors que par ailleurs les troupes d'Himmler persécutent les intellectuels polonais, la Wehrmacht, triomphante, défile dans les rues de Varsovie. Pour cette fois encore, Hitler a laissé à ses généraux le soin de mener la campagne. À l'avenir, il dirigera lui-même les opérations. Hitler était tout d'abord ce qu'on peut appeler un militaire dilettante. Pourtant, il avait été très marqué par ses expériences de la Première Guerre mondiale. Hitler avait un esprit perspicace. Oui, il avait vraiment un esprit très perspicace, mais il l'appliquait presque toujours sans raisonner. Hitler croyait qu'à partir du moment où l'on séduit un soldat par son idéologie, qu'on la lui inculque, ce soldat est capable ensuite de surmonter n'importe quel obstacle d'ordre technique ou logistique. Hitler avait des idées ou pouvait avoir des idées qu'il était possible de mettre en pratique, car elles n'étaient ni mauvaises ni fausses en soi. Mais ce dont il manquait, ou bien ce qu'il ne voulait pas avoir non plus à mon avis, c'était un sens du discernement. Il ne reconnaissait pas la réalité, les faits, les circonstances, les difficultés, les obstacles que l'on rencontre bien sûr dans n'importe quelle action à mener. Mais le chef de combat ne cherche pas à savoir si une situation présente de tels obstacles. Pour l'attaque de la France, il a recours à un projet audacieux, élaboré par le général von Manstein. Ce plan prévoit d'attirer les armées alliées en Belgique et de prendre ensuite l'ennemi à revers par le déploiement de nombreuses divisions de blindés. Ainsi, les troupes allemandes réussissent à percer par les Ardennes. La campagne de France fut une entreprise risquée, mais ce risque convenait parfaitement à ce qu'il considérait comme son propre génie. Malgré toute la modestie dont je peux faire preuve, je suis obligé de reconnaître que ma propre personne est pour beaucoup dans cet exploit. Je suis irremplaçable. Ni un autre militaire, ni un civil ne pourrait me remplacer. Je suis convaincu de la force de mon cerveau et de ma détermination. C'est de moi uniquement que dépend le destin du Reich. Sans modestie aucune, il exige des Allemands qu'ils le suivent inconditionnellement. Es handelt sich hier nicht meine Person, aber ich gehöre nicht auch zu jenen Leuten, die jemals die Fahne streichen. Deutschland soll untergehen und Deutschland kann Ihnen nur eine Antwort geben. Deutschland wird siegen und Deutschland wird deshalb siegen. Malgré la joie affichée officiellement, l'enthousiasme du peuple et des généraux à faire la guerre laisse à désirer. Hitler révèle une autre facette de sa personnalité. Hitler, l'irrésolu, l'hésitant. Pas moins de 29 fois, il remet l'attaque de la France à plus tard, par peur d'échouer. Pourtant, il lance une attaque surprise dans le nord de l'Europe. Les actualités nazies la présentent comme une guerre préventive, digne d'un génie. Die Gegner
versuchen vielmehr, sich neue Aufmarschgebiete in Skandinavien zu schaffen. Diesem Plan kommt der Führer am 9. April 1940 zuvor. 10 Stunden früher besetzen deutsche Truppen Dänemark und Norwegen. Die Kriegsmarine schlägt der englischen Flotte alle Trümpfe aus der Hand. Vorbildlich ist das Zusammenwirken der 3 Wehrmachtteile. Hitler envahit 2 pays neutres sans déclaration de guerre. Le droit international n'a jamais été un obstacle pour lui. Parce que ses généraux ne font toujours pas confiance au plan de Manstein, il intervient lui-même dans les préparatifs. Bien qu'il se croie absolument infaillible, le stratège amateur est encore très incertain. Il cache cela derrière une très grande effervescence. Enfin, le jour de l'attaque arrive. Hitler a choisi la date du 30 septembre. Les premières victimes sont les pays neutres, Hollande, Belgique et Luxembourg. Au bout de quelques jours seulement, les pays attaqués capitulent. À chaque fois, les attaques se sont déroulées sans déclaration de guerre. Les déclarations de guerre sont les signes d'une position hypocrite qui veut se donner l'apparence de la parfaite courtoisie. Jamais au cours de ma vie, je ne signerai une déclaration de guerre. Je préfère agir. Le plan Manstein fonctionne à merveille. Les blindés allemands avancent rapidement vers la Manche. L'armée française n'a aucune chance de s'en sortir. Les troupes britanniques sont prises au piège dans le port de Dunkerque. À ce moment-là, Hitler prend une décision à laquelle personne ne s'attend. Il fait stopper les blindés devant Dunkerque. Veut-il épargner ses propres troupes ou celles de son ennemi? Les hésitations d'Hitler ressemblent au bout du compte à une défaite. Car lorsqu'enfin les troupes allemandes avancent, elles ne trouvent plus que des engins de guerre abandonnés. Le détachement britannique a repris la mer et leur a ainsi échappé. La croix gammée est déroulée sur le monument de Verdun. La France est défaite. Hitler savoure sa double victoire. La victoire sur la France constitue pour lui une revanche sur la Première Guerre mondiale. C'est aussi une victoire sur ses généraux. Tout à sa joie de vainqueur, il renonce à une démonstration triomphale à Paris, se contentant d'une modeste parade. Ivresse de la victoire. Ses valets militaires le fêtent comme le plus grand chef d'armée de tous les temps. L'acte qui scelle la victoire. Enfin, Hitler peut prendre sa revanche, si longtemps mûrie sur Versailles. Pour la signature de l'armistice, les représentants de la France sont convoqués dans le wagon où, en 1918, les Allemands ont dû reconnaître leur défaite. Les soldats victorieux entrent dans Berlin. La majorité des Allemands a rarement autant soutenu Hitler que dans ces jours-là. Il était pour moi un grand homme, le plus grand homme, non seulement parce que toute la population l'acclamait, et la joie se communiquait à nous tous, mais aussi parce que la personnalité de cet homme exerçait sur nous une telle magie qu'on ne pouvait tout simplement pas y échapper. J'ai ressenti cela chaque fois qu'Hitler a remporté une victoire, qu'il a assiégé une ville et qu'il a mené une campagne. À chaque fois, je pensais, il est presque comme le Seigneur Tout-Puissant. Pendant la campagne de Pologne, puis pendant la campagne de France,
La stratégie d'Hitler était pour nous, qui étions de simples officiers sur le front, irréprochable. Et au fur et à mesure des victoires, on avait de plus en plus d'admiration pour Hitler. Il représentait pour nous l'homme qui réussit tout ce qu'il entreprend. C'était vraiment un génie pour nous. Rien n'envoûte plus que le succès. Le succès aveugle les foules admiratives jusqu'aux plus jeunes. Jeune garçon, à l'époque, je ressentais une sorte d'ivresse à le voir. C'était formidable ce que je vivais là. Si je peux m'exprimer ainsi, j'ai absorbé Hitler avec le lait maternel. Pas dans le sens où je lui portais une trop grande admiration, allant presque jusqu'à la folie. Par exemple, jusqu'à la prière. Cela, je l'ai vu parmi mes amis. Parmi eux, il y en avait qui ne priaient pas pour Hitler, mais qui priaient Hitler. Pour moi, Hitler a incarné l'honneur, la liberté, la patrie, l'honnêteté, la justice. Bref, toutes les vertus possibles et imaginables se trouvaient pour moi en la personne d'Hitler. Mais après la victoire remportée en France, Hitler ne sait quelle décision prendre. Les Anglais ne veulent pas se soumettre à ses ordres. Et Churchill, au pouvoir, rompt avec la politique de l'apaisement. Hitler décide alors de lancer sur l'Angleterre une attaque aérienne qui doit faire plier ses rebelles. Mais Hitler ne s'attend pas à une résistance pareille des Anglais. Les bombes ne peuvent venir à bout de l'île. Tandis que la bataille d'Angleterre fait rage, Hitler fait dresser le plan d'invasion de l'Union soviétique. Il redoute la guerre sur deux fronts, mais la déclenche. La Russie est le facteur sur lequel l'Angleterre mise le plus. Si la Russie est anéantie, le dernier espoir de l'Angleterre se sera envolé. L'Allemagne sera alors maître de l'Europe et des Balkans. Décision prise. Il faut qu'au cours de ce conflit, le sort de la Russie soit réglé. Pourtant, ce plan contient bien plus que le démantèlement de la Russie. Le plan Barbarossa est le moyen pour Hitler de réaliser son vieux rêve. Il veut que cette guerre soit la sienne, sans aucune morale, une guerre d'anéantissement total pour reconquérir l'espace vital à l'Est. Le chef de combat charge ses généraux d'indiquer aux troupes comment procéder. Le bolchevisme est l'ennemi mortel du peuple allemand national-socialiste. Le combat de l'Allemagne s'adresse à cette conception délétère du monde. Ce combat exige que l'on intervienne énergiquement et sans égard contre les hérétiques bolchevistes, les francs-tireurs, les saboteurs, les juifs, et que l'on élimine toute résistance, aussi bien la résistance active que passive. Tous ceux qui, au cours de ce combat, violeront le droit ne seront pas poursuivis, promet le fou de guerre. Pour des actions perpétrées sur des civils du camp ennemi, les soldats de la Wehrmacht ne seront pas obligatoirement poursuivis. Et ils ne le seront pas non plus si l'action constitue une faute ou un crime militaire. Frapper, écarter, éliminer. Ce sont les verbes que l'on trouve dans le lexique de l'homme monstre. Il ne s'agit pas seulement de conquérir le territoire à l'Est, mais aussi de procéder à un pur anéantissement de tous les bolchevistes. Les instigateurs des méthodes de combat barbares et asiatiques, ce sont les commissaires politiques. Il faut agir contre tout de suite, en employant les moyens efficaces. S'ils sont pris au combat ou dans la résistance, il faut donc par principe les liquider tout de suite. Avant l'attaque de la Russie, Hitler se retire dans les forêts de la Prusse orientale. Après s'être imposé constamment aux Allemands comme une drogue, il se dérobe cette fois-ci et se retranche dans sa tanière, prêt à passer à l'attaque. Hitler joue une carte dangereuse avec le plan Barbarossa.
c'est une course contre le temps. La bataille doit prendre un tournant décisif avant le début de l'hiver. Autrement, la guerre sera perdue pour les Allemands. Au début, le calcul d'Hitler s'avère juste. Au bout de seulement 20 jours, le drapeau des SS flotte sur Minsk, la capitale de la Biélorussie. Des divisions entières de l'armée rouge sont faites prisonnières. Leningrad est dans la ligne de mire des troupes allemandes. Le chef de combat a la ferme intention de laisser mourir de faim cette ville, considérée comme la Jérusalem du communisme. Il veut l'anéantir et la raser complètement. En septembre, les blindés allemands se trouvent déjà aux portes de Kiev. Des divisions entières de l'armée soviétique périssent au cours de gigantesques batailles où elles sont encerclées par les troupes allemandes. Les troupes d'Hitler continuent donc de croire qu'elles sont invincibles. Tout d'abord, je veux confirmer que les premiers succès nous ont beaucoup surpris. Ils nous ont donné bien sûr des ailes pour faire les grandes batailles d'encerclement au cours desquelles on faisait des centaines de milliers de prisonniers. Dans une lettre à ma mère, j'ai moi-même écrit en septembre quelque chose comme cela: la guerre sera finie dans quelques semaines. À ce moment-là, Hitler prend seul une décision. Au lieu d'attaquer directement la capitale soviétique, il veut d'abord que ses troupes progressent dans le sud, pour s'emparer de la région industrielle située dans le bassin de Donetsk et des puits de pétrole du Caucase. Ces généraux sont effarés. Ce qu'ils veulent, c'est une bataille décisive aux portes de Moscou. Mes généraux n'ont aucune notion d'économie de guerre, s'emporte Hitler, tout en maintenant son projet. Lorsqu'enfin l'offensive sur Moscou est lancée en octobre, il est déjà trop tard. Staline a profité de ce répit pour préparer sa riposte. Aveuglé par ces victoires éclairs, le chef de combat avait toujours cru pouvoir obtenir tout sur le champ. Et le voilà soudain éloigné de la dure réalité. Fin octobre, l'hiver a commencé. Soudain, en l'espace de quelques jours, les températures ont chuté jusqu'à moins 25 degrés. Les troupes n'étaient pas préparées à cela. J'ai alors écrit à ma mère que la guerre durerait encore un peu. Face à des troupes fraîches venues de Sibérie, les troupes allemandes épuisées n'étaient pas en mesure de se battre. Cependant, Hitler a donné l'ordre fanatique de se maintenir en position sans tenir compte des pertes déjà nombreuses. En décembre, il fallait à tout prix défendre le front, rétablir avant tout la stabilité du front qui reculait. À ce moment-là, j'ai écrit à ma mère que la guerre ne serait pas finie avant 3 ans. Imaginez-vous ce que cela signifie pour un jeune officier qui pense que la guerre lancée en septembre sera réglée en quelques semaines seulement, et qui finalement, en décembre, réalise qu'elle durera encore 3 bonnes années. Imaginez-vous ce qui a bien pu se passer dans la tête d'un jeune officier de l'état-major à l'époque. Hitler répond à cette débâcle par la fuite en avant.
Alors que tout son projet de guerre à l'Est est sur le point d'échouer, il déclare sans difficulté la guerre aux États-Unis. Deutschland und Italien haben dem gegenüber sich nun endlich gezwungen gesehen, getreu den Bestimmungen des Dreimächtepaktes vom 27. September 1940, Seite an Seite mit Japan den Kampf zur Verteidigung und damit zur Erhaltung der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Völker und Reiche gegen die Vereinigten Staaten von Amerika und England gemeinsam zu führen. Sans aucune considération, il veut que les troupes allemandes se battent avec plus d'acharnement encore, pour lui et avec lui, sans aucune perspective de paix. Car qui voudrait conclure la paix avec lui? Son peuple n'a donc pas d'autre choix que de poursuivre le combat avec lui et dans le pire des cas jusqu'à la ruine de l'Allemagne. Hitler met de l'ordre dans les rangs de ses généraux. Ceux qui ne suivent pas sont remerciés. Il prend la place du maréchal von Brauchitsch, affaibli par la campagne de Russie, à la tête de l'armée de terre. L'armée le ressent comme un véritable affront. Pourtant, elle reste dévouée à son nouveau commandant en chef. Il ne faut pas oublier, et moi-même je l'ai vécu, que d'éminents maréchaux, d'éminentes personnalités, y compris Rommel, allant voir Hitler, disait par exemple « Je vais le voir et lui ouvrir les yeux ». Et puis, 2 jours plus tard, il revenait et il disait alors « Quel homme impressionnant ! Il m'a décrit tout le projet dans les grandes lignes et il subsiste peut-être encore un espoir. » Cependant, 24 heures plus tard, l'euphorie avait de nouveau disparu. Mais on ne peut pas nier que c'était comme une sorte d'hypnose. Et qu'Hitler faisait toujours une très grande impression à beaucoup d'entre nous. Tout d'abord, il faut souligner que les hauts gradés sur le front, mais aussi les troupes de l'armée de terre, et leur chef n'étaient pas suffisamment informés. Le principe numéro 1 du Führer, que chacun connaissait, était le suivant: tout officier ou tout soldat ne devait pas en savoir plus que ce qu'il était absolument nécessaire qu'il sache pour remplir sa mission, et qu'il devait uniquement l'apprendre au moment opportun. Deuxième point. De nombreux maréchaux se sont entretenus avec Hitler sur la situation à ce moment-là. Manstein, Lieb, Klug. Il était évident, et cela je l'ai moi-même vécu à la fin de la guerre, qu'il se dégageait de cet homme une personnalité démoniaque que l'on peut à peine décrire par les mots et à laquelle il était difficile d'échapper. On ne peut comprendre la force d'attraction qu'il exerçait sur les gens si on ne l'a pas vécu soi-même. C'est avec cette force d'attraction qu'Hitler poursuit la guerre, qu'il fait la guerre pour l'amour de la guerre. Depuis longtemps, il a enterré l'illusion de remporter une victoire éclair. Mais en public, il affiche toujours de l'optimisme. Il ne montre ses doutes qu'en privé. Dans un entretien enregistré à son insu avec le maréchal finlandais Mannerheim, il reconnaît avoir sous-estimé les soviétiques. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann, dann hätte ich gesagt, Sie sind wahnsinnig. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es blieb ja gar keine andere Möglichkeit. Poursuivant son objectif avec entêtement, Hitler prend une autre décision qui sera fatale. En dépit des problèmes de ravitaillement dus aux grandes distances, il envoie une partie de l'armée dans le Caucase et une autre pour prendre Stalingrad. Été 42, la Wehrmacht forme en Europe un front d'une longueur de 30 000 km, un effort surhumain,
et sans espoir. Pourtant, Hitler ne se laisse pas déconcerter par la réalité. À défaut d'avoir pris la capitale, il voudrait au moins conquérir la ville qui porte le nom de son ennemi, Stalingrad. À défaut d'une victoire militaire, un triomphe symbolique. La bataille de Stalingrad. En octobre, les soldats de la 6e armée occupent presque entièrement la ville. Pourtant, les soviétiques s'acharnent à défendre les 300 derniers mètres le long de la Volga. Tandis que ces derniers continuent à être ravitaillés, les troupes allemandes ne le sont plus. À ce moment-là, se révéla une des plus grandes faiblesses du commandant Hitler, son peu de sens pour la logistique. Il ignore ainsi la réalité du deuxième hiver de guerre. C'est pourquoi les objectifs militaires qu'il fixait et les décisions qu'il prenait étaient de moins en moins réalistes, de plus en plus éloignés de la réalité. La réalité, à Stalingrad, les défenseurs attaquent et les attaquants se défendent. Hitler est intervenu personnellement dans le combat pour l'occupation de Stalingrad. Au grand quartier général de la Wehrmacht, ils avaient une carte au 1/10000000. Comment la compagnie devait progresser, quelle usine elle devait prendre, tout cela a été décidé par Hitler à 1000 km de là. Les décisions et les désastres amers. Lorsqu'en novembre, les soviétiques encerclent Stalingrad, 300 000 soldats allemands sont pris au piège. Leurs généraux veulent rompre l'encerclement, mais Hitler se montre toujours aussi opiniâtre. À la 6e compagnie, décision du Führer. Maintenir l'actuel front de la Volga et l'actuel front au nord coûte que coûte. Approvisionnement aérien avec le renfort d'une centaine d'avions Junker 52 prêts à décoller. Oui, il avait une volonté inflexible. Une fois qu'il s'était forgé lui-même une opinion sur quelque chose, il avait aussi beaucoup d'idées préconçues. Il était alors impossible de l'en faire démordre s'il ne le voulait pas. Sur le champ de bataille, l'entêtement d'Hitler est sanctionné. L'armée rouge resserre de plus en plus l'étau autour de la ville. Abandonnés à leur triste sort, les soldats allemands n'ont aucune chance de s'en sortir dans ce désert de ruines qu'est Stalingrad. Le mot d'ordre du Führer était répété inlassablement, même par tract. Soldats, tenez bon, le Führer va vous sortir de là. À ce moment-là, j'ai douté, et je n'étais pas le seul, que le Führer nous sorte vraiment de là. Et je me suis aussi demandé s'il savait vraiment ce qu'il faisait. Nous étions tous désespérés, ou bien disons qu'on se demandait si tout cela était la bonne décision. Les doutes sont justifiés, puisque la vie des hommes ne compte pas pour un chef de combat qui n'a qu'une chose en tête, réaliser ses objectifs. Das Deutschland von einst hat 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Les laissés pour compte de Stalingrad ont perdu depuis longtemps leur envie de rire. Toute l'admiration que j'avais pour Hitler en tant que chef des armées, en tant qu'être humain et aussi en tant que Führer a été brisée à jamais. À ce moment-là de la guerre, Hitler était pour nous, on peut le dire, le fossoyeur des soldats allemands. Stalingrad, le tournant décisif. Pour ce fou de guerre, c'est le début de la fin.
Il se réfugie dans son monde impénétrable, se ferme complètement à la réalité. Une réalité que son peuple ne peut pas fuir. Se raccrochant à l'illusion que lui donnent ses cartes militaires, il ne s'agit pour lui que de retarder la fin. La bonne vieille méthode, une nouvelle guerre. La plus grande marche de blindés de tous les temps. Une démonstration de force complètement insensée. Durant l'été 43, a lieu la bataille des blindés à Koursk. Elle ne dure que 8 jours et prend fin sans être décisive. C'était la dernière carte d'Hitler. L'illusion de la conquête à l'Est s'est envolée. Aussi, c'est avec encore plus d'acharnement qu'il mise sur la deuxième idée, encore plus folle que la première. L'idée que les Juifs, eux, n'ont pas d'armée. Été 43, Hitler perfectionne sa technique du génocide. Dans des wagons à bétail, destination Auschwitz. Dans l'allemand administratif des bourreaux, cela s'appelle « solution finale à la question juive ». Même à son propre peuple, Hitler fait entrevoir de sombres perspectives. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein. Le destin vient du ciel et s'abat sur l'Allemagne comme un châtiment. Le feu des Alliés frappe tout le monde, sans exception, les partisans comme les opposants. Que des villes en Allemagne soient rayées de la carte n'intéresse pas ce fou de guerre. Jamais il ne s'est rendu sur un lieu bombardé. Mais il pressent que le peuple, qui le vénérait tant autrefois, commence à douter. Au cours de la guerre, l'humeur bascula rapidement. Après la mort de mes premiers amis, des amis de jeunesse, tombés au combat, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis même porté volontaire au renseignement, ici, à Berlin. C'est de là qu'est partie la contestation à Berlin. Là, on était au courant de tout, et j'ai alors compris toute cette folie, toute cette terrible époque. Ça a été une expérience douloureuse pour moi, de réaliser que tous ces idéaux étaient faux. Le peuple allemand reconnaît avec beaucoup de douleur, mais trop tard, à qui il a vraiment affaire. Hitler a déclenché une réaction d'hostilité globale. Et le monde entier n'a plus qu'un seul objectif désormais, sa mort. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquent en Normandie. La guerre sur les deux fronts est déclenchée. La situation désespérée pousse la résistance allemande à passer à l'action. Des conspirateurs courageux, faisant partie du corps des officiers, sont décidés à tuer le dictateur pour sauver leur patrie. Ils réalisent ce que les autres ne font qu'imaginer. Au cours de certaines soirées, nous étions tous réunis dans le petit mess des officiers du camp et nous discutions autour d'un verre de bière. Qu'est-ce qu'on peut faire, se demandait-on. Peut-on destituer Hitler? Peut-on envoyer un homme prendre le commandement des armées sur le front Est? Doit-on envoyer Hitler devant un tribunal? Face à la recherche d'une issue, certains officiers sont partagés entre leur responsabilité morale et l'obéissance militaire. Cet homme était à la fois le commandant en chef de la Wehrmacht et le commandant en chef de l'armée de terre. En tant que tel, il donnait des ordres. Et quand il avait donné un ordre, c'est comme ça dans le monde entier et dans toutes les armées. Alors la seule chose qu'il restait à faire était de l'abattre. Voilà, c'est tout. L'attentat échoue. Hitler en réchappe. Il fait de la chance qu'il a eue un cadeau de la Providence. Euphorique, il dit à Mussolini qu'il ne lui arrivera jamais rien.
Mais son réel état de santé réduit à néant les illusions qu'il se fait sur son compte. Je n'avais jamais vu Hitler de près. Lorsque le 23 juillet 1944, je l'ai vu pour la première fois, j'ai été effaré, car j'avais une épave devant moi. Un homme courbé, qui traînait déjà une jambe, qui avait une main tremblante. Il ne pouvait pas faire autrement que de tendre sa main tremblante, car sa main droite avait eu une contusion suite à l'attentat et il ne pouvait s'en servir. Je n'ai pas vu d'étincelle dans son regard qui aurait pu nous fasciner. Non, ses yeux étaient sans vie. Je ne pouvais pas concevoir que cette silhouette abattue qui se tenait debout devant moi était vraiment le Führer, plein de vitalité, celui que nous nous étions tous imaginés autrefois. Die Bataillone des Volkssturms sind zum Einsatz bereit. Was sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. La dernière mobilisation, Hitler fait rappeler des hommes âgés qui ont déjà dû endurer une guerre, ainsi que des adolescents qui doivent maintenant jouer aux héros. En tant que jeune garçon, cet enrôlement dans la guerre représentait d'une part le désir profond de devenir de cette manière un héros soi-même, et d'autre part une contribution personnelle. J'avais l'impression à l'époque de sauver l'Allemagne, de la préserver de ce qui venait de l'extérieur. Venue par l'Est, l'armée rouge marche sur l'Allemagne et commence à occuper la Prusse orientale. L'heure des représailles a sonné. La haine qu'Hitler a semée retombe maintenant sur son propre peuple. La guerre qu'Hitler a déclenchée, il la mène aussi contre les Allemands. Il veut leur ôter l'espoir qu'au moins à l'Ouest, la guerre sera bientôt finie. Il met alors au point un autre plan tout aussi insensé. Sa folie est intacte. Il continue de croire que la réalité va se soumettre au Führer. Il joue sa dernière carte à l'Ouest. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il abandonne sans scrupule le front à l'Est, déjà bien menacé. Un peu plus tard, j'ai vécu aussi l'offensive des Ardennes, qui, à mon avis, était non seulement absurde, mais aussi criminelle. Au lieu de prendre ces fabuleuses divisions de blindés encore très performantes, stationnées à l'ouest, et de les envoyer sur le front est, Hitler les a envoyées dans l'Eifel, dans les Ardennes, et a cru pouvoir faire une percée jusqu'à la mer, jusqu'à Anvers. Tout cela n'était que pure folie. Le délire touche à sa fin. La supériorité numérique des Alliés en vient à bout. La réalité triomphe de cette folie. Tandis que les soldats allemands meurtris se rendent, le chef de combat ne scande plus que des phrases creuses. Niemals kapitulieren wird, dass das heutige Deutsche Reich, wie alle großen Staaten der Vergangenheit, auf seinem Wege Rückschlägen ausgesetzt sein mag, dass es aber nie diesen Weg verlassen wird. Les soviétiques répondent à sa provocation par l'attaque décisive à l'Est. La peur, face à l'armée rouge, jette sur les routes des millions d'hommes et de femmes. Fuir sur les routes verglacées. Fuir par les champs gelés. Fuir vers les ports de la mer. Der Führer, dessen Leben Tag und Nacht in ununterbrochener Arbeit und Sorge dem Schicksalskampf der deutschen Nation geweiht ist, besucht einen Divisionsgefechtsstand im Osten. Le chef de combat, lui aussi, a pris la fuite. Désormais, il donne ses ordres de Berlin. En 1 heure, il peut se rendre sur le front. De son peuple, il n'exige plus que des sacrifices. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass deshalb seine Pflicht bis zum Äußersten erfüllt, dass jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt.
Mais tous les sacrifices sont vains, car l'armée rouge, par sa supériorité numérique, se fraye rapidement son chemin jusqu'à la capitale. À la fin, il se bat devant sa propre porte. Le guerrier a perdu. Il ne lui reste plus qu'à ordonner la destruction aveugle. Il faut détruire toutes les installations militaires, tous les nœuds ferroviaires, tous les centres d'approvisionnement, les renseignements, les industries sur le territoire du Reich, tout ce qui pourrait être utile à l'ennemi. Mais l'ordre parvient trop tard. Hitler avait également donné l'ordre de chasser toutes les personnes se trouvant dans la région des combats et de les abandonner ainsi à leur triste sort. Dans ces rues de Berlin, le peuple l'acclamait autrefois. Le peuple qu'Hitler a trahi. Pourtant, il n'a pu l'anéantir. Dernière mobilisation dans l'arrière-cour, ordre de guerre pour des soldats encore enfants. Ils sont les dernières victimes d'Hitler. Élevés dans le mythe d'Hitler, ils doivent maintenant mourir pour lui. Le national-socialisme avec Hitler comme Führer, c'était toute ma vie. Cela me fait toujours mal. Je ne ressens pas la même douleur qu'à l'époque, c'est une autre douleur désormais. La douleur de ne pas avoir posé de questions. La douleur d'avoir été aux ordres, d'avoir servi d'instrument. Ce que je reproche le plus à Hitler, c'est d'avoir séduit la jeunesse, de l'avoir privé de ses jeunes années et d'avoir pris la vie à beaucoup de gens. Cela a été très douloureux pour moi de découvrir, au fil des conversations, la réalité des choses et de réaliser quelle folie était toute cette guerre. Tout à la fin, on était si las de cette guerre et si content d'avoir pu survivre jusque-là que l'on ne souhaitait alors qu'une chose, que la guerre se termine au plus vite. Mais elle ne pouvait prendre fin que si celui qui l'avait déclenchée disparaissait. Pourtant, sans la fidèle obéissance de tous ses soldats, Hitler n'aurait pu mener cette guerre. Ce sont les généraux qui ont misérablement échoué. Ils ont été doublement abusés. Il savait tromper, mentir, mais il n'était pas un simple bluffeur. Son génie, c'était de donner de réelles illusions aux gens. D'après ce que j'avais pu en juger au cours des dernières semaines de la guerre, Hitler était à ce point malade mentalement qu'il identifiait sa propre vie à celle du peuple allemand. Il était profondément convaincu que le peuple allemand ne survivrait pas à sa mort et à la fin du nazisme. Mais sur ce point aussi, il s'est trompé. Sa mort dans le bunker n'émeut guère le peuple allemand. Avec lui a sombré son Reich. Hitler disparu, la domination nazie s'est évanouie comme un fantôme. Un cauchemar qui oppresse encore les Allemands.
Le bilan, une mer de sang et de larmes qui va de Stalingrad à Brest, de Dachau à Auschwitz. Une guerre qui coûta la vie à 40 millions de personnes. À Stalingrad, les défenseurs attaquent et les attaquants se défendent. Hitler est intervenu personnellement dans le combat pour l'occupation de Stalingrad. Au grand quartier général de la Wehrmacht, ils avaient une carte au 1/10000000. Comment la compagnie devait progresser, quelle usine elle devait prendre, tout cela a été décidé par Hitler à 1000 km de là. Les décisions et les désastres amers. Lorsqu'en novembre, les soviétiques encerclent Stalingrad, 300 000 soldats allemands sont pris au piège. Leurs généraux veulent rompre l'encerclement, mais Hitler se montre toujours aussi opiniâtre. À la 6e compagnie, décision du Führer. Maintenir l'actuel front de la Volga et l'actuel front au nord coûte que coûte. Approvisionnement aérien avec le renfort d'une centaine d'avions Junker 52 prêts à décoller. Oui, il avait une volonté inflexible. Une fois qu'il s'était forgé lui-même une opinion sur quelque chose, il avait aussi beaucoup d'idées préconçues. Il était alors impossible de l'en faire démordre s'il ne le voulait pas. Sur le champ de bataille, l'entêtement d'Hitler est sanctionné. L'armée rouge resserre de plus en plus l'étau autour de la ville. Abandonnés à leur triste sort, les soldats allemands n'ont aucune chance de s'en sortir dans ce désert de ruines qu'est Stalingrad. Le mot d'ordre du Führer était répété inlassablement, même par tract. Soldats, tenez bon, le Führer va vous sortir de là. À ce moment-là, j'ai douté, et je n'étais pas le seul, que le Führer nous sorte vraiment de là. Et je me suis aussi demandé s'il savait vraiment ce qu'il faisait. Nous étions tous désespérés, ou bien disons qu'on se demandait si tout cela était la bonne décision. Les doutes sont justifiés, puisque la vie des hommes ne compte pas pour un chef de combat qui n'a qu'une chose en tête, réaliser ses objectifs. Das Deutschland von einst hat 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. Les laissés pour compte de Stalingrad ont perdu depuis longtemps leur envie de rire. Toute l'admiration que j'avais pour Hitler en tant que chef des armées rompt avec la politique de l'apaisement. Hitler décide alors de lancer sur l'Angleterre une attaque aérienne qui doit faire plier ses rebelles. Mais Hitler ne s'attend pas à une résistance pareille des Anglais. Les bombes ne peuvent venir à bout de l'île. Tandis que la bataille d'Angleterre fait rage, Hitler fait dresser le plan d'invasion de l'Union soviétique. Il redoute la guerre sur 2 fronts, mais la déclenche. La Russie est le facteur sur lequel l'Angleterre mise le plus. Si la Russie est anéantie, le dernier espoir de l'Angleterre se sera envolé. L'Allemagne sera alors maître de l'Europe et des Balkans. Décision prise. Il faut qu'au cours de ce conflit, le sort de la Russie soit réglé.
Pourtant, ce plan contient bien plus que le démantèlement de la Russie. Le plan Barbarossa est le moyen pour Hitler de réaliser son vieux rêve. Il veut que cette guerre soit la sienne, sans aucune morale, une guerre d'anéantissement total pour reconquérir l'espace vital à l'Est. Le chef de combat charge ses généraux d'indiquer aux troupes comment procéder. Le bolchevisme est l'ennemi mortel du peuple allemand national-socialiste. Le combat de l'Allemagne s'adresse à cette conception délétère du monde. Ce combat exige que l'on intervienne énergiquement et sans égard contre les hérétiques bolchevistes, les francs-tireurs, les saboteurs, les juifs, et que l'on élimine toute résistance, aussi bien la résistance active que passive. Tous ceux qui, au cours de ce combat, violeront le droit ne seront pas poursuivis, promet le fou de guerre. Pour des actions perpétrées sur des civils du camp ennemi, les soldats de la Wehrmacht ne seront pas obligatoirement poursuivis. Et ils ne le seront pas non plus si l'action constitue une faute ou un crime militaire. Frapper, écarter, éliminer. Ce sont les verbes que l'on trouve dans le lexique de l'homme monstre. Il ne s'agit pas seulement de conquérir le territoire à l'Est, mais aussi de procéder à un pur anéantissement de tous les bolchevistes. Les instigateurs des méthodes de combat barbares et asiatiques, ce sont les commissaires politiques. Il faut agir contre tout de suite, en employant les moyens efficaces. S'ils sont pris au combat ou dans la résistance, il faut donc par principe les liquider tout de suite. Avant l'attaque de la Russie, Hitler se retire dans les forêts de la Prusse orientale. Après s'être imposé constamment aux Allemands comme une drogue, il se dérobe cette fois-ci et se retrouve complètement à la réalité. Une réalité que son peuple ne peut pas fuir. Se raccrochant à l'illusion que lui donnent ses cartes militaires, il ne s'agit pour lui que de retarder la fin. La bonne vieille méthode, une nouvelle guerre. La plus grande marche de blindés de tous les temps. Une démonstration de force complètement insensée. Durant l'été 43, a lieu la bataille des blindés à Koursk. Elle ne dure que 8 jours et prend fin sans être décisive. C'était la dernière carte d'Hitler. L'illusion de la conquête à l'Est s'est envolée. Aussi, c'est avec encore plus d'acharnement qu'il mise sur la deuxième idée, encore plus folle que la première. L'idée que les Juifs, eux, n'ont pas d'armée. Été 43, Hitler perfectionne sa technique du génocide. Dans des wagons à bétail, destination Auschwitz. Dans l'allemand administratif des bourreaux, cela s'appelle « solution finale à la question juive ». Même à son propre peuple, Hitler fait entrevoir de sombres perspectives. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein. Le destin vient du ciel et s'abat sur l'Allemagne comme un châtiment. Le feu des Alliés frappe tout le monde, sans exception, les partisans comme les opposants. Que des villes en Allemagne soient rayées de la carte n'intéresse pas ce fou de guerre. Jamais il ne s'est rendu sur un lieu bombardé. Mais il pressent que le peuple, qui le vénérait tant autrefois, commence à douter. Au cours de la guerre, l'humeur bascula rapidement. Après la mort de mes premiers amis, des amis de jeunesse, tombés au combat, j'ai commencé à réfléchir. Je me suis même porté volontaire au renseignement, ici, à Berlin. C'est de là qu'est partie la contestation à Berlin. Là, on était au courant de tout, et j'ai alors compris toute cette folie, toute cette terrible époque. Ça a été une expérience douloureuse pour moi, de réaliser que tous ces idéaux étaient faux. Le peuple allemand reconnaît avec beaucoup de douleur, mais trop tard, à qui il a vraiment affaire.
À ce moment-là, se révéla une des plus grandes faiblesses du commandant Hitler, son peu de sens pour la logistique. Il ignore ainsi la réalité du deuxième hiver de guerre. C'est pourquoi les objectifs militaires qu'il fixait et les décisions qu'il prenait étaient de moins en moins réalistes, de plus en plus éloignés de la réalité. La réalité, à Stalingrad, les défenseurs attaquent et les attaquants se défendent. Hitler est intervenu personnellement dans le combat pour l'occupation de Stalingrad. Au grand quartier général de la Wehrmacht, ils avaient une carte au 1/10000000. Comment la compagnie devait progresser, quelle usine elle devait prendre, tout cela a été décidé par Hitler à 1000 kilomètres de là. Les décisions et les désastres amers. Lorsqu'en novembre, les soviétiques encerclent Stalingrad, 300 000 soldats allemands sont pris au piège. Leurs généraux veulent rompre l'encerclement, mais Hitler se montre toujours aussi opiniâtre. À la 6e compagnie, décision du Führer. Maintenir l'actuel front de la Volga et l'actuel front au nord coûte que coûte. Approvisionnement aérien avec le renfort d'une centaine d'avions Junker 52 prêts à décoller. Oui, il avait une volonté inflexible. Une fois qu'il s'était forgé lui-même une opinion sur quelque chose, il avait aussi beaucoup d'idées préconçues. Il était alors impossible de l'en faire démordre s'il ne le voulait pas. Sur le champ de bataille, l'entêtement d'Hitler est sanctionné. L'armée rouge resserre de plus en plus l'étau autour de la ville. Abandonnés à leur triste sort, les soldats allemands n'ont aucune chance de s'en sortir dans ce désert de ruines qu'est Stalingrad. Le mot d'ordre du Führer était répété inlassablement, même par tract. Soldats, tenez bon, le Führer va vous sortir de là. À ce moment-là, j'ai douté, et je n'étais pas le seul, que le Führer nous sorte vraiment de là. Et je me suis aussi demandé s'il savait vraiment ce qu'il faisait. Nous étions tous désespérés, ou bien des puissances occidentales n'ont jamais voulu lui accorder une partie de la Pologne. Hitler, lui, obtient le feu vert pour la guerre. Et bien sûr, Hitler rend la Pologne responsable du déclenchement de la guerre. In einer einzigen Nacht 21 Grenzzwischenfälle waren, sind es heute Nacht 14 gewesen. Ich habe mich daher nun entschlossen, mit Polen in der gleichen Sprache zu reden, mit der Polen nun seit vornherein. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Das Vertrauen auf Sie ist unerschütterlich. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Il s'avérera à la fin qu'Hitler avait eu raison sur ce point. La Pologne est perdue. Désormais, ce sont l'Angleterre et la France qui entrent en guerre contre le Reich d'Hitler.
Tandis que la Wehrmacht s'empare de Varsovie, des unités spéciales des SS montrent aux Polonais qui sont les nouveaux maîtres du pays. Et alors que par ailleurs les troupes d'Himmler persécutent les intellectuels polonais, la Wehrmacht, triomphante, défile dans les rues de Varsovie. Pour cette fois encore, Hitler a laissé à ses généraux le soin de mener la campagne. À l'avenir, il dirigera lui-même les opérations. Hitler était tout d'abord ce qu'on peut appeler un militaire dilettante. Pourtant, il avait été très marqué par ses expériences de la Première Guerre mondiale. Hitler avait un esprit. Hitler en réchappe. Il fait de la chance qu'il a eue un cadeau de la Providence. Euphorique, il dit à Mussolini qu'il ne lui arrivera jamais rien. Mais son réel état de santé réduit à néant les illusions qu'il se fait sur son compte. Je n'avais jamais vu Hitler de près. Lorsque le 23 juillet 1944, je l'ai vu pour la première fois, j'ai été effaré, car j'avais une épave devant moi. Un homme courbé, qui traînait déjà une jambe, qui avait une main tremblante. Il ne pouvait pas faire autrement que de tendre sa main tremblante, car sa main droite avait eu une contusion suite à l'attentat et il ne pouvait s'en servir. Je n'ai pas vu d'étincelle dans son regard qui aurait pu nous fasciner. Non, ses yeux étaient sans vie. Je ne pouvais pas concevoir que cette silhouette abattue qui se tenait debout devant moi était vraiment le Führer. Plein de vitalité, celui que nous nous étions tous imaginés autrefois. Die Bataillone des Volkssturms sind zum Einsatz bereit. Was sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. La dernière mobilisation, Hitler fait rappeler des hommes âgés qui ont déjà dû endurer une guerre, ainsi que des adolescents qui doivent maintenant jouer aux héros. En tant que jeune garçon, cet enrôlement dans la guerre représentait d'une part le désir profond de devenir de cette manière un héros soi-même, et d'autre part une contribution personnelle. J'avais l'impression à l'époque de sauver l'Allemagne, de la préserver de ce qui venait de l'extérieur. Venue par l'Est, l'armée rouge marche sur l'Allemagne et commence à occuper la Prusse orientale. L'heure des représailles a sonné. La haine qu'Hitler a semée retombe maintenant sur son propre peuple. La guerre qu'Hitler a déclenchée, il la mène aussi contre les Allemands. Il veut leur ôter l'espoir qu'au moins à l'Ouest, la guerre sera bientôt finie. Il met alors au point un autre plan tout aussi insensé. Sa folie est intacte. Il continue de croire que la réalité va se soumettre au Führer. Il joue sa dernière carte à l'Ouest. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il abandonne sans scrupule le front à l'Est, déjà bien menacé. Toute l'admiration que j'avais pour Hitler en tant que chef des armées, en tant qu'être humain et aussi en tant que Führer a été brisée à jamais. À ce moment-là de la guerre, Hitler était pour nous, on peut le dire, le fossoyeur des soldats allemands. Stalingrad, le tournant décisif. Pour ce fou de guerre, c'est le début de la fin. Il se réfugie dans son monde impénétrable, se ferme complètement à la réalité. Une réalité que son peuple ne peut pas fuir.
Se raccrochant à l'illusion que lui donnent ses cartes militaires, il ne s'agit pour lui que de retarder la fin. La bonne vieille méthode, une nouvelle guerre. La plus grande marche de blindés de tous les temps. Une démonstration de force complètement insensée. Durant l'été 43, a lieu la bataille des blindés à Koursk. Elle ne dure que 8 jours et prend fin sans être décisive. C'était la dernière carte d'Hitler. L'illusion de la conquête à l'Est s'est envolée. Aussi, c'est avec encore plus d'acharnement qu'il mise sur la deuxième idée, encore plus folle que la première. L'idée que les Juifs, eux, n'ont pas d'armée. Été 43, Hitler perfectionne sa technique du génocide. Dans des wagons à bétail, destination Auschwitz. Dans l'allemand administratif des bourreaux, cela s'appelle « solution finale à la question juive ». Même à son propre peuple, Hitler fait entrevoir de sombres perspectives. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein. Le destin vient du ciel et s'abat sur l'Allemagne comme un châtiment. Le feu des Alliés frappe tout le monde, sans exception, les partisans comme les opposants. Que des villes en Allemagne soient rayées de la carte n'intéresse pas ce fou de guerre. Jamais il ne s'est rendu sur un lieu bombardé. Mais il fait de la chance qu'il a eue un cadeau de la Providence. Euphorique, il dit à Mussolini qu'il ne lui arrivera jamais rien. Mais son réel état de santé réduit à néant les illusions qu'il se fait sur son compte. Je n'avais jamais vu Hitler de près. Lorsque le 23 juillet 1944, je l'ai vu pour la première fois, j'ai été effaré, car j'avais une épave devant moi. Un homme courbé, qui traînait déjà une jambe, qui avait une main tremblante. Il ne pouvait pas faire autrement que de tendre sa main tremblante, car sa main droite avait eu une contusion suite à l'attentat et il ne pouvait s'en servir. Je n'ai pas vu d'étincelle dans son regard qui aurait pu nous fasciner. Non, ses yeux étaient sans vie. Je ne pouvais pas concevoir que cette silhouette abattue qui se tenait debout devant moi était vraiment le Führer. Plein de vitalité, celui que nous nous étions tous imaginés autrefois. Die Bataillone des Volkssturms sind zum Einsatz bereit. Was Sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. La dernière mobilisation, Hitler fait rappeler des hommes âgés qui ont déjà dû endurer une guerre, ainsi que des adolescents qui doivent maintenant jouer aux héros. En tant que jeune garçon, cet enrôlement dans la guerre représentait d'une part le désir profond de devenir de cette manière un héros soi-même, et d'autre part une contribution personnelle. J'avais l'impression à l'époque de sauver l'Allemagne, de la préserver de ce qui venait de l'extérieur. Venue par l'Est, l'armée rouge marche sur l'Allemagne et commence à occuper la Prusse orientale. L'heure des représailles a sonné. La haine qu'Hitler a semée retombe maintenant sur son propre peuple. La guerre qu'Hitler a déclenchée, il la mène aussi contre les Allemands. Il veut leur ôter l'espoir qu'au moins à l'Ouest, la guerre sera bientôt finie. Il met alors au point un autre plan tout aussi insensé. Sa folie est intacte. Il continue de croire que la réalité va se soumettre au Führer. Il joue sa dernière carte à l'Ouest. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il abandonne sans scrupule le front à l'Est, déjà bien menacé. Un peu plus tard, j'ai vécu aussi l'offensive des Ardennes, qui, à mon avis, était non seulement absurde, mais aussi criminelle.
au lieu de prendre... de la Russie soit réglée. Pourtant, ce plan contient bien plus que le démantèlement de la Russie. Le plan Barbarossa est le moyen pour Hitler de réaliser son vieux rêve. Il veut que cette guerre soit la sienne, sans aucune morale, une guerre d'anéantissement total pour reconquérir l'espace vital à l'Est. Le chef de combat charge ses généraux d'indiquer aux troupes comment procéder. Le bolchevisme est l'ennemi mortel du peuple allemand national-socialiste. Le combat de l'Allemagne s'adresse à cette conception délétère du monde. Ce combat exige que l'on intervienne énergiquement et sans égard contre les hérétiques bolchevistes, les francs-tireurs, les saboteurs, les juifs, et que l'on élimine toute résistance, aussi bien la résistance active que passive. Tous ceux qui, au cours de ce combat, violeront le droit ne seront pas poursuivis, promet le fou de guerre. Pour des actions perpétrées sur des civils du camp ennemi, les soldats de la Wehrmacht ne seront pas obligatoirement poursuivis. Et ils ne le seront pas non plus si l'action constitue une faute ou un crime militaire. Frapper, écarter, éliminer. Ce sont les verbes que l'on trouve dans le lexique de l'homme monstre. Il ne s'agit pas seulement de conquérir le territoire à l'Est, mais aussi de procéder à un pur anéantissement de tous les bolchevistes. Les instigateurs des méthodes de combat barbares et asiatiques, ce sont les commissaires politiques. Il faut agir contre eux tout de suite, en employant les moyens efficaces. S'ils sont pris au combat ou dans la résistance, il faut donc par principe les liquider tout de suite. Avant l'attaque de la Russie, Hitler se retire dans les forêts de la Prusse orientale. Après s'être imposé constamment aux Allemands comme une drogue, il se dérobe cette fois-ci et se retranche dans sa tanière, prêt à passer à l'attaque. Hitler joue une carte dangereuse avec le plan Barbarossa. C'est une course contre le temps. La bataille doit prendre un tournant décisif avant le début de l'hiver. Autrement, la guerre sera perdue pour les Allemands. Au début, le calcul d'Hitler s'avère juste. Au bout de seulement 20 jours, le drapeau des SS flotte sur Minsk, la capitale de la Biélorussie. Des divisions entières de l'armée rouge sont faites prisonnières. Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Ich habe nun über 6 Jahre am Aufbau der deutschen Wehrmacht gearbeitet. Es sind in dieser Zeit über 90 Milliarden für den Aufbau dieser Wehrmacht angewendet worden. Das Vertrauen auf Sie ist unerschütterlich. Ich will nichts anderes jetzt sein als der erste Soldat des Deutschen Reiches. Ich habe damit wieder jenen Rock angezogen, der mir einst selbst der heiligste und teuerste war. Ich werde ihn nur ausziehen nach dem Sieg oder ich werde dieses Ende nicht erleben. Il s'avérera à la fin qu'Hitler avait eu raison sur ce point. La Pologne est perdue. Désormais, ce sont l'Angleterre et la France qui entrent en guerre contre le Reich d'Hitler. Tandis que la Wehrmacht s'empare de Varsovie, des unités spéciales des SS montrent aux Polonais qui sont les nouveaux maîtres du pays. Et alors que par ailleurs les troupes d'Himmler persécutent les intellectuels polonais,
La Wehrmacht, triomphante, défile dans les rues de Varsovie. Pour cette fois encore, Hitler a laissé à ses généraux le soin de mener la campagne. À l'avenir, il dirigera lui-même les opérations. Hitler était tout d'abord ce qu'on peut appeler un militaire dilettante. Pourtant, il avait été très marqué par ses expériences de la Première Guerre mondiale. Hitler avait un esprit perspicace. Oui, il avait vraiment un esprit très perspicace, mais il l'appliquait presque toujours sans raisonner. Hitler croyait qu'à partir du moment où l'on séduit un soldat par son idéologie, qu'on la lui inculque, ce soldat est capable ensuite de surmonter n'importe quel obstacle, d'ordre technique ou logistique. La Wehrmacht forme en Europe un front d'une longueur de 30 000 km, un effort surhumain et sans espoir. Pourtant, Hitler ne se laisse pas déconcerter par la réalité. À défaut d'avoir pris la capitale, il voudrait au moins conquérir la ville qui porte le nom de son ennemi, Stalingrad. À défaut d'une victoire militaire, un triomphe symbolique. La bataille de Stalingrad. En octobre, les soldats de la 6e armée occupent presque entièrement la ville. Pourtant, les soviétiques s'acharnent à défendre les 300 derniers mètres le long de la Volga. Tandis que ces derniers continuent à être ravitaillés, les troupes allemandes ne le sont plus. À ce moment-là, se révéla une des plus grandes faiblesses du commandant Hitler, son peu de sens pour la logistique. Il ignore ainsi la réalité du deuxième hiver de guerre. C'est pourquoi les objectifs militaires qu'il fixait et les décisions qu'il prenait étaient de moins en moins réalistes, de plus en plus éloignés de la réalité. La réalité, à Stalingrad, les défenseurs attaquent et les attaquants se défendent. Hitler est intervenu personnellement dans le combat pour l'occupation de Stalingrad. Au grand quartier général de la Wehrmacht, ils avaient une carte au 1/10000000. Comment la compagnie devait progresser, quelle usine elle devait prendre, tout cela a été décidé par Hitler à 1000 km de là. Les décisions et les désastres amers. Lorsqu'en novembre, les soviétiques encerclent Stalingrad, 300 000 soldats allemands sont pris au piège. Leurs généraux veulent rompre l'encerclement, mais Hitler se montre toujours aussi opiniâtre. À la 6e compagnie, décision du Führer. Maintenir l'actuel front de la Volga et l'actuel front au nord coûte que coûte. Approvisionnement aérien avec le renfort d'une centaine d'avions Junker 52 prêts à décoller. Oui, il avait une volonté inflexible. Une fois qu'il s'était forgé lui-même une opinion sur quelque chose, il avait aussi beaucoup d'idées préconçues. Il était alors impossible de l'en faire démordre s'il ne le voulait pas. Sur le champ de bataille, l'entêtement d'Hitler est sanctionné. L'armée rouge resserre de plus... L'homme courbé, qui traînait déjà une jambe, qui avait une main tremblante. Il ne pouvait pas faire autrement que de tendre sa main tremblante, car sa main droite avait eu une contusion suite à l'attentat et il ne pouvait s'en servir. Je n'ai pas vu d'étincelle dans son regard qui aurait pu nous fasciner. Non, ses yeux étaient sans vie. Je ne pouvais pas concevoir que cette silhouette abattue qui se tenait debout devant moi était vraiment le Führer. Plein de vitalité, celui que nous nous étions tous imaginés autrefois. Die Bataillone des Volkssturms sind zum Einsatz bereit. Was sie über das Handwerk des Kriegers wissen müssen, bringen die meisten aus dem Ersten Weltkrieg mit. La dernière mobilisation, Hitler fait rappeler des hommes âgés qui ont déjà dû endurer une guerre, ainsi que des adolescents qui doivent maintenant jouer aux héros. Das eine war
En tant que jeune garçon, cet enrôlement dans la guerre représentait d'une part le désir profond de devenir de cette manière un héros soi-même, et d'autre part une contribution personnelle. J'avais l'impression à l'époque de sauver l'Allemagne, de la préserver de ce qui venait de l'extérieur. Venue par l'Est, l'armée rouge marche sur l'Allemagne et commence à occuper la Prusse orientale. L'heure des représailles a sonné. La haine qu'Hitler a semée retombe maintenant sur son propre peuple. La guerre qu'Hitler a déclenchée, il la mène aussi contre les Allemands. Il veut leur ôter l'espoir qu'au moins à l'Ouest, la guerre sera bientôt finie. Il met alors au point un autre plan tout aussi insensé. Sa folie est intacte. Il continue de croire que la réalité va se soumettre au Führer. Il joue sa dernière carte à l'Ouest. Pour mettre toutes ses chances de son côté, il abandonne sans scrupule le front à l'Est, déjà bien menacé. Un peu plus tard, j'ai vécu aussi l'offensive des Ardennes, qui, à mon avis, était non seulement absurde, mais aussi criminelle. Au lieu de prendre ces fabuleuses divisions de blindés encore très performantes, stationnées à l'ouest, et de les envoyer sur le front est, Hitler les a envoyées dans l'Eifel, dans les Ardennes, et a cru pouvoir faire une percée jusqu'à la mer, jusqu'à Anvers. Tout cela n'était que pure folie. Le délire touche à sa fin. La supériorité numérique des Alliés en vient à bout. La réalité triomphe de cette folie. Tandis que les soldats allemands meurtris se rendent,